أن تؤلف كتابا، أن يقتنيه غريب في مدينة غريبة، أن يختلج قلبه بسطر ينشئ حياته، هو مجد الكتابة. كلمة خالدة للأديب يوسف إدريس. رواية أعجبتني هي رواية تشبهني، وجدت فيها بعضا مني أو كل نفسي. رواية أعجبتني هي نافذة تفتحها رابطة كاتبات المغرب فرع آسفي بشراكة مع المدير الإقليمي للثقافة بآسفي واليوسفية من أجل التشجيع على القراءة والإمتاع الفكري. ترقبوا حلقات رواية أعجبتني كل ثلاثاء على 10 مساء. Bonsoir, ravi d'être parmi vous aujourd'hui dans cette émission consacrée à la lecture. Tout d'abord, je voudrais remercier la Ligue des écrivaines du Maroc, section de Safi, pour cette invitation. En ces moments difficiles de confinement que vit notre planète Terre à cause de cette terrible pandémie et où les pendules de l'heure ont choisi de ralentir, de prendre un moment de répit pour que faune et flore puissent se régénérer, tranquillement, à l'abri des coups ravageurs et barbares de l'être humain, nous nous sommes rendus compte que le temps s'est brusquement arrêté afin que nous pensions, que nous méditions et que nous remettions en cause un mode de vie qui, de notre propre gré, nous a torturés, asservis et réduits en de minables automates qui obéissent au doigt et à l'œil à des besoins jugés indispensables au nom de la mondialisation. En cette période confinée, nous rêvons tous d'évasion, de voyage. Eh bien, ce rêve est désormais réalisable grâce à la lecture, à condition de faire preuve d'imagination. Le poète et romancier français Louis Aragon écrivait « La lecture d'un roman jette sur la vie une lumière ». Et l'écrivain et le philosophe français Montesquieu disait « Je n'ai jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait jamais dissipé ». Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre pour lequel j'ai eu un coup de cœur, La civilisation mammaire de Driss Shoraibi. Si l'écrivain Stendhal affirmait que l'amour est le miracle de la civilisation, l'homme d'État américain Franklin Roosevelt disait « Les livres sont la lumière qui guide la civilisation ». La civilisation mammaire a été écrite en 1971 par Driss Shoraibi, l'un des plus grands écrivains marocains de langue française. Cette œuvre décrit le rapport entre une mère marocaine et cette civilisation venue d'outre-Méditerranée. Le titre est une synthèse. La civilisation est un des thèmes de ce livre, alors que la mère est un autre thème. Dans une interview sur une chaîne française, Driss Shoraibi peignait le portrait de sa mère en disant « Elle est candide, naïve, elle a une joie de vie de tous les instants, face à n'importe quel produit de la civilisation, qu'elle soit pré-industrielle ou européenne. Cette belle créature a le pouvoir de jaillir à toutes les pages. » Je revenais de l'école, jetai mon cartable dans le vestibule et lançai d'une voix de crieur public « Bonjour maman !» En français. Elle était là, debout, se balançant d'un pied sur l'autre et me regardant à travers 2 boules de tendresse noire, ses yeux. Elle était si menue, si fragile qu'elle eût pu tenir aisément dans mon cartable, entre 2 manuels scolaires qui parlaient de science et de civilisation. « Un sandwich !» disait mon frère Najib. « Tu coupes un pain en 2 dans le sens de la longueur et tu mets maman entre les 2 tranches. Évidemment, ça serait un peu maigre. Il faudrait y ajouter une plaquette de beurre. Il adorait sa mère. Jamais il ne s'est marié. 1,80 m à 12 ans, 2,10 m à l'âge adulte. La force et la joie de manger et de rire, de se lever et de se coucher avec le soleil. « Écoute, mon fils, » me disait ma mère avec reproche, « combien de fois dois-je te répéter de te laver la bouche en rentrant de l'école ?»« Tous les jours, maman, à cette même heure, sauf le jeudi, le dimanche et les jours fériés. J'y vais, maman. »« Et fais-moi le plaisir d'enlever ces vêtements de paillant. »
Oui, ma, tout de suite. Allez, va, mon petit, concluait Najib en faisant claquer ses doigts. Obéis à la créatrice de tes jours. Ce roman est divisé en deux parties, être et avoir. Ces deux verbes, selon Driss Schreiber, conditionnent la culture européenne. Être, c'est la mère telle qu'elle est, face à des produits de la civilisation qui l'assaillent. Et avoir, parce qu'après le changement, elle a obtenu beaucoup de choses, notamment son indépendance et son émancipation. La première partie du roman est racontée par le fils Benjamin, qui n'est autre que l'auteur lui-même à l'âge de 10 ans, alors que la deuxième partie Avoir est narrée par le fils aîné Najib, une espèce de géant, plein de vie et de joie de vivre. Ces deux jeunes garçons essayent d'aider leur mère à se libérer du carcan patriarcal et à trouver sa propre voie en entreprenant son éducation face à la civilisation et face à une société qui exigeait que la femme soit cloîtrée dans sa maison, isolée du monde extérieur. Ce magnifique ouvrage raconte donc l'histoire d'une famille marocaine en 1930, dont la mère orpheline à l'âge de 6 mois a été adoptée par une famille marocaine de Fès pour servir de bonne, puis mariée trop tôt à un homme cousu d'or et plus âgé qu'elle. Ce patriarche était un homme d'affaires, pet sec, autoritaire et toujours en déplacement. De chapitre en chapitre et de fil en aiguille, cette femme est mise devant des produits de la civilisation, notamment la machine à coudre, la radio, le fer à repasser et le téléphone. Mais quand on a installé la radio et la lumière électrique, c'est une fenêtre qui s'est ouverte pour la mère. Pour ne pas la choquer ou la brusquer, ses enfants lui font croire que la radio fonctionne grâce à la magie et qu'il y a un magicien qui habitait cet engin, un certain monsieur Cteux, parce que parler d'électricité serait trop brutal pour elle, et de toute manière, elle ne comprendrait pas. Et comme une petite gamine, la mère avalera la pilule et passera sa journée à parler à monsieur Cteux et à lui offrir de la nourriture et des friandises qui disparaissaient rapidement, puisque le fils aîné, Najib, prenait soin de les dévorer afin de ne pas briser le rêve de sa mère. C'est ainsi que le magicien s'installa dans la maison et l'anima du matin au soir, déclamant, chantant, criant, riant. Ma mère était persuadée qu'il s'agissait d'un être vivant, en chair et en os, une sorte d'érudite doublée, d'un devin qui avait beaucoup voyagé, beaucoup appris, et tel Diogène se cachait dans une caisse à l'abri des horreurs de ce monde, afin de nous départager. Elle l'appela monsieur Cteux. D'ailleurs, elle n'eût pas su prononcer d'ingé son nom en entier, monsieur Bloupin Cteux. Elle dialoguait avec lui, l'approuvait, n'hésitait pas à l'interrompre. Comment dites-vous, monsieur Cteux? Voulez-vous répéter, s'il vous plaît? Je n'ai pas bien entendu. Oh non, monsieur Cteux, là vous vous trompez, on vous a mal renseigné. Je vous assure qu'aujourd'hui il n'a pas plu du tout, mais vous ne pouvez pas être partout à la fois, n'est-ce pas? Monsieur Cteux devint pour elle l'homme qu'elle avait toujours attendu, le père qu'elle n'avait jamais connu, le mari qui lui récitait des poèmes d'amour, l'ami qui la conseillait et lui parlait de ce monde extérieur dont elle n'avait nulle connaissance. Quand vint la Seconde Guerre mondiale, elle était là, fidèle au poste, attentive à toutes les souffrances, comptant les coups, à traits de crayon gras sur sa planche à lessive. J'étais au lycée où j'étudiais l'humanisme et les humanités. Elle était là, dans cette maison tombeau, apprenant la vie. Ce n'est pas vrai, monsieur Cteux, disait-elle. Il ne faut pas croire tout ce que dit ce monsieur Hitler. Il n'a pas pu couler 2884 bateaux en un mois. Ce n'est pas possible. Le téléphone était une belle découverte pour cette mère. Allô, ici le central. Quel numéro désirez-vous? Le salut de Dieu soit avec toi, mon fils, dit maman. C'est la voix de la poste? Oui, c'est le central.
C'est la poste? C'est ça, c'est le central, j'écoute. Je voudrais la poste. Vous avez le central. J'ai demandé la poste. C'est la même chose. Hein? Quel numéro voulez-vous? Fez. Ne quittez pas. Elle ne quitta pas, me rassurant d'un large sourire. C'est loin, Fez, à 10 jours de cheval au moins. Mais le génie galope comme le vent. Tu vas voir, les distances ne lui font pas peur. 3 minutes, il y sera. Qu'est-ce que je te disais? Allô? Tu es à Fez? Cabine de Fez, j'écoute. Allô, Myriam? Tu as changé de voix. Qui demandez-vous j'écoute? Moi aussi. Comment? J'écoute moi aussi. C'est toi, Myriam? Vous avez demandé Fez. Oui. Quel numéro? Écoute, ma fille, tâche de comprendre. Voilà, je voudrais parler à ma cousine. Je l'ai pas vue depuis 15 ans. Quel numéro elle est abonnée? Alors je ne sais pas. Il me faut un numéro. Écoute, ma fille, je vais t'expliquer. Ouvre bien tes oreilles. Je prierai pour toi. Ma cousine s'appelle Myriam. Elle a des yeux verts comme l'herbe du pâturage, la peau blanche comme du lait. Allô, allô, écoutez-moi. Écoute-moi d'abord, toi. Tu vois le tombeau du Driss Ier, près de l'université? Eh bien, tu descends la première rue à main droite, tu traverses le quartier du Ciseleur et tu arrives devant un portail à double battant. C'est là. Tu ne peux pas te tromper, ma fille. Allô? Allô? À cette heure-ci, elle doit faire des petits pains à l'anis, sûrement. Crie fort pour l'appeler. Elle est dure d'oreille. Et dis-lui de venir vite, que sa cousine l'attend à l'autre bout du monde. Merci, ma fille. Je t'embrasse. Je bavarderai avec toi un autre jour. Mais tu comprends? Il y a 15 ans que Myriam et moi, nous sommes séparés. Ensuite, par amour pour leur mère, ces deux fils vont remuer ciel et terre pour lui inculquer tout leur savoir. Une tâche qui certes n'est pas facile pour ces jeunes gens, puisqu'ils doivent retranscrire ce savoir en arabe, mais ils y arriveront grâce à leur volonté et à leur persévérance. Ils lui procureront des vêtements occidentaux. Ils la feront sortir d'une maison où elle vivait recluse depuis son mariage. Ainsi, elle découvrira les parcs publics et le cinéma. Et maintenant, dit Najib de sa voix de fente, où est la clé? Quelle clé? Demanda-t-elle. Cette corinote de clé qu'on introduit dans la serrure de la porte d'entrée et qui fait clic-clic. Un tour à droite c'est fermé, un tour à gauche c'est ouvert. Oui, dis-je, nous t'avons préparé une petite surprise. Tu vas sortir avec nous. Mais ce n'est pas possible. Si, c'est possible, dit Najib avec tendresse. Qu'est-ce que tu crois donc? Pourquoi t'avons-nous acheté cette belle robe, hein? Et ces jolis souliers, hein? Allez, mon petit frère, prends-la par un bras. Je me charge de l'autre. Tu y es? 1, 2, 3, partez. Nous l'entraînâmes le long du vestibule. Mes enfants, excusez-moi, mes enfants. Non, madame, je n'entends rien. Mon frère non plus, hein? Que tu as les oreilles bouchées, toi aussi. Je suis sourd et je viens seulement de m'en rendre compte, répondis-je. Comme c'est curieux. Je savais que Dieu m'a fait naître avec des bouchons de liège enfoncés dans le creux de l'oreille, mais je n'y faisais pas attention. C'est comme moi, dit Najib. J'ai des bouchons en ciment. Ha, ha, ha. Nous ouvrîmes la porte et fûmes dehors d'un bond, soulevant notre mère tel un manifestant en rébellion entre deux agents du maintien de l'ordre, et sa voix passait en une seule et même phrase, de l'aigu au grave, jusqu'au chuchotis. « Mais que va dire votre père? Non, 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 je ne peux pas, pour l'amour de Dieu. Je vous en prie, mes enfants, je n'aime pas le drame. Il m'est étranger. Retournons vite à la maison. Vous savez bien que je n'en suis jamais sortie. » À la fin de la première partie, la mère va être traumatisée par le départ du fils cadet en France. Dans la seconde partie du roman qui s'intitule « À voir », le narrateur est le fils aîné Najib qui raconte l'histoire. Sa mère, maintenant instruite, veut défendre la liberté des femmes
ou encore la liberté et la souveraineté de son pays. Alors son fils Najib arrête ses études et l'assiste dans tous ses projets. Sa mère, bien déterminée, demandera à voir en personne le général Charles de Gaulle, qu'elle appréciait beaucoup, armé d'un grand drapeau qu'elle a cousu elle-même et qui contient le drapeau de toutes les démocraties, d'un régime de date et accompagnée de ses amis. Elle militera aussi pour la libération de la femme arabe. Parue en 1972, cette œuvre du patrimoine littéraire africain, habilement servie par une prose poétique, mérite par la confrontation de deux mondes qu'elle met en scène d'être l'un des points de passage des espaces littéraires maghrébins et subsahariens, aux nombreux référents communs. Roman de la libération de la femme et du refus de la fatalité, la civilisation mammaire et aussi l'aventure d'une nouvelle naissance africaine. C'est l'une des premières fois que la cause de la femme est évoquée dans la littérature maghrébine. Emprunte à la tradition marocaine une forme proche du conte, jouant sur tous les registres de l'oralité jusqu'à inclure une scénette. Il est plein de poésie, de rire, d'humour, d'amour et de tendresse. Le style de Driss Shraibi a réussi à rendre palpables les sentiments, désarroi, fidélité, rupture, sans jamais ennuyer, avec une immense humanité et un intense respect pour ces femmes qui prennent en main leur propre destin et celui des leurs dans une société hostile, sans faillir ni faiblir. Ce livre est aussi un hommage au père, puisqu'on parle de la transformation de celui-ci à la fin de l'œuvre, de même qu'il témoigne d'une mutation qu'a connue notre pays. Cette transformation préfigure des lendemains nouveaux, dans un Maroc indépendant et qui se cherche encore. Il démontre que le changement politique est impossible sans une mutation dans les mentalités, et c'est toute la mutation de la société marocaine que la mère du narrateur incarne à elle seule, malgré son mari qui avoue enfin à son fils. Ça lui passera, avant d'ajouter, mais c'est elle qui m'a montré la voie. Quand elle entre maintenant dans cette maison, je me lève aussitôt, et ce n'est pas seulement une femme nouvelle que je vois devant moi, mais à travers elle, un homme nouveau, une société nouvelle, un monde jeune et neuf. Ce monde jeune et neuf que le Maroc peut désormais devenir, en s'appuyant résolument sur tous les ferments d'évolution et de changement qu'il recèle, et en premier lieu ces femmes dont le statut légal est en train de changer. Dans ce roman, Driss Shraibi a mêlé la voix des deux fils pour raconter l'histoire d'une mère et d'une femme dans le Maroc des années 1930. Par ces deux voix, l'auteur de La civilisation mammaire relate la société marocaine qui cherche à s'émanciper du joug colonial pour mieux devenir acteur de son propre avenir. Ce livre est imprégné des idées libératrices des années 1960-1970. Il est caractérisé par la diversité des thèmes abordés, l'apprentissage, la relation mère et fils, la condition féminine, la guerre, la littérature francophone et la politique. Par ailleurs, et à travers le portrait de cette mère confrontée à des objets de la civilisation, on propose le destin des pays du tiers-monde face à l'Occident. Enfin, et comme l'a si bien dit l'empereur et l'homme d'État français Napoléon Bonaparte, l'avenir d'un enfant est l'œuvre de sa mère. Merci.